Et salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième lecture linéaire de littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. C'est la lecture linéaire 6, qui est Le berger et le troupeau, livre 10, remarque 29, des caractères de la bruyère, publié en 1688. Elle arrive à rentrer dans une seule diapo, donc ça va être vraiment l'épisode le plus court. Quand vous voyez autrefois un nombreux troupeau, qui est répandu sur une colline vers le déclin d'un bon jour, paie tranquillement le stein et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis. Il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage, si elles se dispersent, il les rassemble, si un loup avide paraît, il lâche son chien, qui met en fuite, il les nourrit, il les défend. L'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il se retire qu'avec le soleil. Quel soin, quelle vigilance, quelle servitude. Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger, ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon prince. Le faste et le luxe dans un souverain, c'est le berger habillé d'or et de pierreries. La houlette d'or en main, son chien a un collier d'or, il est attaché avec une laisse d'or et de soie. Que sert tant d'or à son troupeau ou contre les loups? Donc c'est le texte le plus court, comme j'ai dit. Un conseil, si vous tombez dessus, vous allez devoir beaucoup inventer, puisque j'ai pas grand chose à dire. Donc en introduction, La Bruyère est né en 1645 et mort en 1696. C'est un écrivain et moraliste français. Il publiera à 43 ans la première édition des Caractères, c'est-à-dire en 1688. Ce livre est l'œuvre d'une vie, puisqu'il ne publiera qu'un seul livre, duquel il aura travaillé pendant 17 ans, pour proposer un premier choix de 420 remarques. C'est une continuation des Caractères de Théophraste, un philosophe grec, dont il s'inspire. 6 ans plus tard, La Bruyère achèvera son livre qui comptera alors 1120 remarques. Il s'agit de portraits, de maximes et de caricatures qui visent à dénoncer les travers humains. Le but de son livre est également de plaire et d'instruire. Cet extrait appartient à la section 10 qui s'intitule « Du souverain et de la République » dans laquelle La Bruyère s'attaque au pouvoir monarchique. Ainsi, à travers le récit du berger veillant sur ses brebis, il fait une critique indirecte des pouvoirs du roi. Donc nous pouvons nous demander comment ce passage dénonce-t-il les abus du pouvoir monarchique. Donc il y a plusieurs parties. Tout d'abord, il y a une partie hypotypose, c'est-à-dire une présentation vivante et très réaliste, qui est la mise en place du tableau idyllique. Et en deuxième partie, juste à la fin, au deuxième paragraphe, petit paragraphe, nous avons la moralité du texte. Donc première partie, la mise en place du tableau idyllique. Donc nous avons l'utilisation du vous qui sollicite les lecteurs par l'essence de la vue, notamment dans les subordonnés de temps quand vous voyez. Nous avons le champ lexical de la vie pastorale qui est le troupeau, le paysage, le paysage colline et prairie, ou la végétation, le thym et le serpolet, ou encore l'herbe. C'est une scène paisible avec l'adverbe tranquillement, qui est en rouge, et nous avons des lumières et des couleurs douces. C'est une hypotypose. Le cadre est agréable, il peut faire penser au jardin d'Éden. Après la présentation de ce cadre, nous avons l'arrivée des personnages, avec le moissonneur et sa faux, le berger avec ses brebis, son chien et le loup, qui est un personnage de conte traditionnel. Le berger est décrit avec deux adjectifs amélioratifs qui sont mis en apposition, c'est-à-dire séparés avec une virgule, entre avant et après. Nous avons donc soyeux et attentif. Et on souligne la position du berger, avec du coup qui est debout avec ses brebis. Nous avons une énumération de propositions courtes juxtaposées, avec il les suit, il les conduit, il les change de pâturage. Donc ces verbes d'action montrent son rôle protecteur et de guide. Nous avons également la négation totale et ne les perd pas de vue, qui montre sa surveillance constante. Les propositions subordonnées circonstancielles hypothétiques, si un loup avide paraît ou si elles se dispersent, montrent qu'à chaque risque encouru, le berger trouve une situation adéquate.
On voit aussi que l'autre personnage, le chien, est un adjuvant qui a son rôle domestique et protecteur. Nous avons l'énumération « il est nourri, il est défend » qui montre de nouveau le rôle protecteur, et le chiasme, en formule en croix donc. L'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il se retire qu'avec le soleil. Il met en parallèle l'aurore et le crépuscule pour nous montrer l'engagement du quotidien du berger qui se couche et qui se lève avec le soleil. On trouve aussi 3 exclamations. Quel soin, quelle vigilance et quelle servitude, sous forme de phrase nominale. Le berger est en position de serviteur. On pourrait voir une connotation, le berger et le Christ et les troupeaux de fidèles. On trouve 2 questions rhétoriques. La première a 2 superlatifs, la plus délicieuse et la plus libre. Donc les questions rhétoriques, c'est quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis, et la deuxième c'est le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau, qui est d'ailleurs en chiasme également, puisque nous avons les 2 mots, troupeau et berger et berger. En synthèse, nous pouvons dire que dans ce passage, La Bruyère propose une hypotypose, c'est-à-dire une figure de style rhétorique qui développe une métaphore en tableau vivant. En deuxième partie, nous pouvons parler de la moralité du texte. Donc, elle commence par 2 éléments, le faste et le luxe, complètement étrangers à la scène d'avant, c'est-à-dire une scène bucolique. Ces 2 éléments proviennent du contexte monarchique de la cour de Louis XIV. Cette moralité forme donc une antithèse avec une scène champêtre. On note aussi le champ lexical de la richesse, faste, or 5 fois, or, et luxe et soie, qui nous présente un berger à l'opposé du précédent, qui apparaît donc comme cupide, c'est-à-dire radin et égoïste. Le mot houlette, qui est houlette d'or ici, signifie un bâton de berger, qui sert à enlever la terre pour ramener les bêtes. Le bâton est ici présenté en or, qui est normalement un sceptre, emblème de la royauté et de la monarchie, qui est le contraire de la houlette du berger, qui symbolise plutôt la modestie et l'humilité. Donc la moralité se termine par une question rhétorique. Que sert-on d'or à son troupeau et contre les loups? La réponse est à rien. Donc cette question rhétorique permet à La Bruyère d'affirmer sa thèse implicitement pour montrer que la richesse ne sert à rien au pouvoir monarchique. En synthèse, nous pouvons dire donc que la moralité conduit le lecteur à réfléchir sur ce que doit être le pouvoir monarchique. En conclusion, La Bruyère utilise l'argumentation indirecte et la figure de style rhétorique de l'hypotypose pour critiquer le pouvoir monarchique. Il ne rejette pas totalement la monarchie, mais il souligne qu'elle est une charge difficile, un sacrifice de soi et une responsabilité écrasante. Pour lui, la grandeur du roi ne mesure pas aux apparences ni au luxe, mais au bonheur de ses sujets. La Bruyère s'inscrit donc dans la suite des moralistes chrétiens qui prônent la modération, l'altruisme et le vertu. Nous pouvons associer ce texte aux fables de Jean de La Fontaine, qui est contemporain à Jean de La Bruyère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.